faut le prononcer. Mala, mala, avec énergie. Mala. Essayez un peu, 2, 3. Mala. Encore essayez. Mala. Tu sais, les entrées, il faut que ça soit fort. Disons que à l'arrivée, on est dans une confusion d'esprit totale parce qu'on se demande là où l'on va, on ne sait pas à quoi on s'attend. La plupart des Africains noirs quittent leur pays d'origine pour rechercher le mieux-être et la sécurité pour eux-mêmes ainsi que leurs familles. Un grand nombre de pays africains font face actuellement à d'énormes difficultés économiques et sociales. Plusieurs ont été le théâtre de sanglantes guerres civiles, conflits qui se poursuivent encore dans certaines parties de l'Afrique. Les Africains francophones noirs arrivent au Canada comme des réfugiés, comme des demandeurs d'asile ou encore comme des immigrants indépendants. La famille Kokolo est originaire de Brazzaville en République du Congo. Elle est arrivée au Manitoba dans le cadre du programme de parrainage des réfugiés du gouvernement du Canada. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien la famille Kokolo? Oui. La première étape, c'est l'accueil à l'aéroport avec toute la famille. Donc, quand on quitte l'aéroport directement, on va dans la résidence temporaire où ils seront logés temporairement quelque temps, le temps de faire les démarches administratives, la demande de numéro d'assurance sociale, la carte de santé du Manitoba et puis la carte de résidence permanente. Plaisir. Philippe. Clément. Clément Kokolo. Plaisir. Et c'est Blanche. Blanche, enchantée. Je vous demanderai de vous asseoir. Merci. Et ensuite, on passe à l'étape de recherche de logement définitif où ils pourront rester. Et ensuite, on va se concentrer sur l'inscription des enfants dans les écoles francophones. Comment ça va? Ça va bien, merci. Excellent. Une nouvelle famille qui arrive oui, alors. Une nouvelle famille qui arrive encore. Kokolo. Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Plaisir de te rencontrer. Merci. Moi, c'est Blanche. Bonjour Blanche, plaisir. Et les enfants, bonjour. Bonjour Clémence, comment vas-tu? Bien. Et une petite sœur, comment tu t'appelles? Clèche. Bonjour Clèche, ça va bien? Et ensuite, on va se concentrer sur la recherche d'emploi, si c'est ça leur objectif ou s'ils désirent retourner à l'école. Et à l'arrivée, nous avons constaté que nous avons été bien reçus. Et de là, c'est un regain d'espoir. C'est un regain d'espoir, on commence à espérer. Et avec tout ce qui s'en est suivi, le logement, l'acquisition des documents administratifs, ça dissipe de peu toutes les inquiétudes qu'on avait au départ. One more time. Les immigrants noirs francophones arrivent en effet avec beaucoup de rêves et pour espérer les maintenir dans la communauté francophone, il convient de ne pas briser ces rêves, mais plutôt de s'assurer que l'encadrement de l'accueil les aide à passer en douceur à travers le processus de l'établissement. Ibrahima Diallo, originaire du Sénégal, occupe actuellement le poste de président de la Société franco-manitobaine. Vous arrivez dans un pays, vous avez tout laissé, vous êtes nouveau. Je pense qu'il y a évidemment certaines étapes à franchir. Il y a de la méfiance partout. Ça, il faut pas, hein, c'est pas juste propre à ici, là, c'est partout, même dans nos pays africains. Il y a de la méfiance au départ. Un étranger, c'est étrange généralement. Mais si un étranger parle votre langue, c'est déjà un bon véhicule. Alors là, il faut passer à d'autres phases et essayer de faire en sorte que ces gens-là qui sont venus, qui ont choisi de venir ici, eh bien, puissent faire partie du tissu social, du tissu économique. Et ça demande un changement d'attitude profondément. Ça demande que la société d'accueil, parce que moi je dis toujours, il faut une communauté pour accueillir un immigrant. Étant donné que ce sont des gens qui se disent francophones, qui se déclarent francophones et qui veulent faire partie
de la communauté francophone, être membre de la communauté francophone, je pense que l'institution doit organiser son plan, doit organiser son action pour que les individus deviennent partie prenante dans un projet de construction communautaire. Depuis la fondation du Canada, l'immigration a toujours eu un impact important sur le paysage économique et social du pays. En 2006, par exemple, le Parlement canadien entendait accueillir de 225 000 à 255 000 immigrants de partout au monde, y compris l'Afrique. Les statistiques obtenues de Citoyenneté et Immigration Canada montrent que le nombre d'immigrants africains francophones noirs venant de l'étranger et qui se sont établis de 1995 à 2005 dans les provinces de l'Ouest canadien se répartit comme suit. Au Manitoba, 515 dont 469 à Winnipeg. En Saskatchewan, 116 dont 40 à Regina. En Alberta, 665 dont 281 à Calgary et 299 à Edmonton. En Colombie-Britannique, 506 dont 368 à Vancouver. Ces chiffres ne tiennent pas compte des immigrants africains francophones noirs qui vivaient déjà dans les provinces de l'Ouest canadien, ni de ceux qui sont arrivés d'autres provinces. Le pasteur Kabongo Bokbukasa, originaire de la République démocratique du Congo, dirige l'église évangélique Life of Faith Christian Church de Calgary. Plusieurs des membres de cette église sont des immigrants anglophones ou des immigrants africains francophones. Comme le Life of Faith Christian Church de Calgary, les églises ethniques jouent aussi un grand rôle dans l'accueil et l'intégration des immigrants. Je reçois beaucoup de coups de fil et les gens qui viennent, je ne les laisse pas tomber. Et on essaie le plus possible de pouvoir les aider. Parfois, je les mets même en contact avec d'autres familles. Ne fût-ce que dans les premiers jours, quand quelqu'un arrive, qu'il sache au moins où partir. Et c'est ainsi que nous avons accueilli beaucoup de gens, avant qu'ils puissent trouver une place où ils peuvent s'installer. En tout cas, parce que ce qui est important quand quelqu'un arrive, ce sont disons le premier mois quand il arrive ce premier mois est très difficile. Alors quand on peut épargner ces difficultés-là à une personne, en le recevant, en le connectant avec certaines familles et quelqu'un qui peut l'aider dans les courses, mettre une voiture à leur disposition, ça aide beaucoup. Et l'Église joue ce rôle-là. À Vancouver, ville cosmopolite et très multiculturelle, nous retrouvons deux exemples d'accueil des immigrants francophones. Tanyar Leba, d'origine congolaise, est l'actuel directeur général de la Boussole, centre socio-communautaire francophone en Colombie-Britannique à Vancouver. À la Boussole, on adopte un système où on privilégie beaucoup la qualité, on privilégie beaucoup l'approche sociale. C'est-à-dire quoi? C'est que d'abord, du point de vue du personnel de la Boussole, nous avons ici un personnel immigrant. Moi-même, je suis immigrant africain. Et donc ça, c'est déjà une ouverture du conseil d'administration de la Boussole à la communauté africaine francophone. Et nous avons une travailleuse sociale donc, qui aide les femmes immigrantes et les familles immigrantes à s'adapter ici en Colombie-Britannique. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. C'est moi, Madame Rose. Oui. Puis la semaine s'est bien passée? Oui. Oui? Oui. 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 Viens à mon bureau. Merci. J'essaie de prendre le temps avec eux, pas essayer d'être comme moi, je suis blanche et tout ça. Avec les femmes blanches, on va vite, on parle vite et tout ça. Mais avec elles, je prends plus le temps de discuter, de les écouter, de comprendre qu'est-ce qui était le contexte politique en arrière du fait qu'ils soient réfugiés ou peu importe. Essayer de comprendre plus le contexte de leur immigration. Linengo, la première. Elle et? Linengo. Linengo. N. Nengo. E. N. G. G. Non, oui. U. Linengo. Linengo, oui. Ça, c'est le prénom. Ah. Ça, c'est oui. Ah, c'est la même oui. Oh. Ah, tu écris de... Ouais.
OK, parfait. Puis ensuite, une relation peut se bâtir, mais c'est sûr qu'il faut y mettre plus d'énergie, plus de temps, plus de passion, je crois. Michelle Rakotona-Evo, présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Dès son arrivée, elle s'est impliquée comme bénévole dans les activités de la francophonie locale. Je peux vous dire une des choses que je parle à ma communauté, le message que je donne à ma communauté quand on se retrouve justement à une assemblée générale, au rendez-vous des présidents, c'est toujours, est-ce que quand on dit qu'on est prêt à accueillir les immigrants, il faut être conscient qu'il y a une différence. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est « Ah ben nous aussi, quand on était arrivés, nous aussi, on était de nouveaux arrivants. Alors, on va faire la même chose. » On ne voit pas toujours la différence avec quelqu'un qui vient d'un autre pays et puis aussi de couleur, et qui viennent s'établir dans une société. Hey, qu'est-ce qu'ils sont nombreux, regarde. Le programme de jumelage francophone est le second exemple d'accueil francophone à Vancouver. Moussa Magassa, originaire du Sénégal, en est le responsable. Il y a des bénévoles canadiens qui sont intéressés à aider les nouveaux arrivants. Soit ils sont des francophones qui veulent aider, ou bien c'est des francophiles qui veulent aussi parfaire leur français. Alors, une fois qu'on a trouvé le bénévole et qu'on a trouvé le nouveau arrivant, on crée des dossiers sur les uns et les autres et on essaye de comprendre quelles sont les affinités. Quand on arrive ici, je vous ai dit tantôt qu'on ne connaît personne. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits, il y a des ressources qu'on doit chercher. Et il te faut quelqu'un qui est de la région, qui sait où ça se trouve telle chose ou telle chose. L'imprimé. C'est quoi ça? C'est les camps. Ok. Je trouve que j'ai pas beaucoup aidé la famille parce que j'ai donné quelques conseils et souvent c'est pas vraiment utile. Mais pour eux, je suis quelqu'un pour téléphoner s'il y a un problème. C'est comme une assurance. Quand je parle en anglais, je pense que je suis assez confortable. Ça commence à aller. Moi, j'aime bien quand on parle, tu sais. Oui. Ça m'aide beaucoup. Je dois dire, quand nous allons dans des milieux, c'est elle qui connaît les milieux. Pour moi, c'est la découverte et pour elle, c'est juste, je peux dire, si je peux emprunter le terme, c'est peut-être, elle me guide, quoi. Elle me montre, elle me dit, Irène, c'est comme ça, c'est ici, ici c'est Jericho Beach, et là-bas, c'est un peu comme ça. Donc pour moi, c'est beaucoup plus la découverte. Et puis même, si j'ai accepté être au programme jumelage, c'était effectivement parce que je me suis sentie seule. Mais pour moi, j'ai pensé que ça va être bien à aider une immigrante parce que j'ai eu la même expérience et j'aimais beaucoup aider dans cette situation parce que je sais que c'est très difficile. La voix du garçon ne ressort pas comme il faut. Il y a encore des hésitations, il y a un manque d'énergie, puis la fin, ça marche pas pour moi. Et tout à l'heure, quand on a répété, ça comblait un peu parce que la voix de Jules fait la même voix que lui. Alors lui n'a pas trop maîtrisé, mais en faisant avec Jules, ça va aller. Nous avons tous intérêt à travailler ensemble. Parce que l'union fait la force. Je n'ai rien inventé comme truisme. C'est ça qui est important. Le fait de négliger ou de dire que ces nouveaux arrivants, eh bien, nous dérangent. C'est vrai que nous dérangeons. Parce que nous sommes en train de pouvoir obliger les gens à se redéfinir, à redéfinir cette francophonie que nous avons trouvée et pour laquelle nous avons un apport aussi considérable. Nous avons un rôle considérable à jouer à ce niveau-là. Et c'est la façon que les gens vont le prendre collectivement qui fera que le français, la francophonie, dans l'Ouest va s'épanouir, ou au contraire, on va rater le bateau comme on a fait avec les boat people, avec ces nouveaux arrivants, et on va continuer à décliner. Les immigrants africains francophones noirs qui s'établissent dans l'Ouest canadien sont originaires des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, de la Corne d'Afrique
et des îles de l'océan Indien. Les gens viennent de loin, ils ont différentes cultures, ils ont différentes façons de voir les choses, et nous aussi, on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Il y a une sensibilisation qui doit se faire des deux côtés, si on peut le dire de cette façon-là, parce que nous, on doit comprendre aussi les différences. Mais je pense que ces différences-là, c'est ce qui fait en sorte que la communauté est plus forte en bout de ligne. Sauf qu'il faut les comprendre, ces différences-là. Il y a des différences de culture, il y a des différences au niveau de la religion, il y a toutes sortes de différences au niveau des mœurs, des façons de faire les choses. Les mèches, je crois que c'est lié à une culture. Avant, c'était pour les Noirs. La plupart, ce sont les Noirs qui faisaient ça. Mais maintenant, c'est tout le monde qui fait. C'est à la mode. Ah, c'est des champignons. Ça, uniquement, on en trouve. Ça, c'est mal chez nous, au Zaïre. L'immigrant africain francophone de l'Ouest canadien reste attaché à ses origines et se rappelle avec nostalgie la vie en Afrique, qui est si simple dans un contexte multilingue et multiethnique. Mais sur ce tableau-là, on voit des scènes assez saisissantes des activités quotidiennes qu'on trouve dans n'importe quelle île africaine, mais particulièrement ça c'est le cas du Sénégal. Les enfants en train de jouer dans la rue, les animaux qui tournent autour, vous avez des poules, vous avez des agneaux, des cabris qui gambadent un peu partout. Vous avez aussi les mosquées, le son du muezzin à 5h, 6h du matin, et on le voit aussi sur ce tableau-là. Et aussi toutes les couleurs chaudes qu'on retrouve en Afrique, je pense sont reflétées dans cette peinture-là. La vie en Afrique est une vie quand même qui est relativement simple et que tout se fait à l'extérieur. La plupart des choses se font à l'extérieur. C'est la chaleur, c'est l'accueil des gens, je pense. 1, 2, 1, 2, 3. Qui sont les francophones de l'Ouest canadien? Comment ont-ils pu préserver leur culture et leur langue? Comment se prépare-t-il à accueillir ces nouveaux arrivants, immigrants francophones d'Afrique noire? C'est que la cathédrale est au cœur de la communauté. Louis Stringer, avocat et historien à ses heures, nous raconte que l'intégration n'est pas d'hier à Gravelbourg en Saskatchewan. Il faut réaliser que les ordres religieux ont donné beaucoup à Gravelbourg, puis ont aidé à former les gens dans un certain sens. Et puis je pense que c'est pour ça. Puis je pense aussi que Gravelbourg a toujours eu une réputation comme étant la petite Mecque culturelle. C'était le centre des francophones. Je pense que c'est très très important pour n'importe qui, quand vous arrivez quelque part, de comprendre l'histoire. Parce que l'histoire ne s'est pas faite en un seul jour. Il y a eu certainement des évolutions dans les processus. Et c'est en comprenant cette histoire-là qu'on peut voir la situation et mieux prendre des dispositions pour pouvoir s'y adapter. Ce que j'entrevois chez les immigrants, c'est qu'ils ont beaucoup de vouloir. Ils aiment la communauté. Ça prend pas de temps qu'ils aiment la communauté, puis ils aiment le sens d'accueil des gens. Les gens sont très ouverts. Léa Kaba nous parle avec enthousiasme de son intégration à Gravelbourg en Saskatchewan. Les contacts avec les autres francophones de Gravelbourg se passent merveilleusement bien. Je pense que c'est l'avantage d'une petite communauté comme ici à Gravelbourg, c'est que les contacts sont plus chaleureux, ils sont plus fraternels. Les gens sont plus accueillants, ils sont souriants. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, les premiers jours, il y avait du monde, des gens que je ne connaissais pas, mais quand ils me voyaient, ils me disaient automatiquement bonjour. Vous êtes à l'écoute de la radio communautaire francophone de Gravelbourg, CFRG 93,1 FM. Cette semaine, on a l'occasion d'avoir un invité très spécial dans nos studios. Il s'agit de M. Francis Kassongo. Bonjour Francis. Bonjour Michel. Alors, on va juste jaser un peu dans la perspective d'être immigrant chacun de notre bord. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené dans notre beau coin de pays, Francis? Tout d'abord, il faut préciser que je viens de l'Afrique francophone, c'est-à-dire du Congo-Kinshasa, qui est l'un des plus grands pays francophones en Afrique. Ces gens sont nouveaux, donc s'ils peuvent partager leur musique à travers les ondes de CFRG, ça les donne une meilleure compréhension aussi de la communauté et
peut-être qu'ils se sentent plus inclusifs aussi à la communauté aussi. Ils développent un meilleur sens d'appartenance aussi en faisant de la radio et probablement en écoutant la radio aussi parce qu'ils entendent nos opinions, notre accent, notre choix de musique. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'on trouve un moyen de les préparer aussi à cette aventure. C'est pas évident, c'est pas facile. Si moi j'allais dans un pays d'Afrique et je devais immigrer là, ce serait pas facile pour moi non plus. Et je pense qu'il y aurait une certaine éducation à faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quand on recrute les gens, on veut qu'ils comprennent très bien la situation dans laquelle ils vont venir, où ils s'en viennent, et l'expérience qu'ils vont vivre, et les difficultés qu'il va y avoir, et aussi les choses positives qu'il pourrait y avoir. Alors, de ce côté-là, nous, on considère qu'on les veut, on veut les recruter, mais on ne veut pas les recruter puis pas être prêt à les accueillir. Je pense que c'est un peu ça qu'on a fait au début, qui a peut-être été une chose qu'on a corrigée au fur et à mesure qu'on avançait. On pensait que c'était facile de faire l'intégration des migrants. C'est pas facile de faire l'intégration des migrants, mais ça vaut la peine. Daniel Cournoyer, homme de théâtre et franco-albertain qui est né en Alberta au nord d'Edmonton. Sa famille est établie dans l'Ouest canadien depuis plusieurs générations. Je pense que dans nos zones francophones au Canada, des fois, on vit des tensions culturelles dans notre propre communauté. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement nouveau. Puis surtout ici dans l'Ouest canadien, on vit ça d'une façon... c'est récent, ça arrive vite. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes de la part de la communauté. Comment accueillir? Je dirais qu'il y a même une résistance, il y a une crainte, il y a une peur. Est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on risque de perdre en s'ouvrant? Si j'ai une distribution qui sont faites des gens d'Afrique, des Noirs, comment est-ce que j'intègre ça sur la scène à Edmonton? Puis je dois dire, j'ai pas trouvé la réponse encore. L'histoire des francophones dans l'Ouest canadien a été peinte sous forme de murales dans un petit village au nord d'Edmonton. Certaines murales ont été réalisées par Choco César. Il est un jeune artiste d'origine africaine. Avant d'immigrer à Edmonton avec toute sa famille, il a passé une bonne partie de son enfance au Burundi, un pays qui l'a beaucoup marqué. Il faut pouvoir communiquer pour s'attendre. Mais il y a des choses qui sont universelles dans nous tous. Il y a une certaine humanité que nous tous on a, puis si on le retrouve, on se retrouve qu'on est tous la même, on est tous des individus, on est tous des personnes qui ont des histoires, qui ont des passés, qui ont la culture, qui ont des problèmes, comme tout le monde. Puis aussi, je trouve aussi cette manière de communiquer, il y a la langue, oui, mais les visuels est quelque chose d'universel. Tout le monde va comprendre l'image universelle. Alors pour moi, ça m'a facilité peut-être un peu plus, juste le fait où je pouvais interpréter ce qui est dans ma tête sans nécessairement avoir une barrière culturelle ou de langue. Alors je pouvais communiquer avec ça facilement, exprimer mes intentions, mes pensées par des images que tout le monde reconnaisse, que tout le monde comprenne des couleurs et comprenne des interprétations et tout ça. Il ne faut pas qu'on rate ce virage-là parce que c'était dans les années 70, c'est ce qui est arrivé. Ces nouveaux arrivants qui venaient de l'Asie, qui étaient des francophones, il n'y avait aucune structure pour les accueillir et pour les intégrer dans la communauté francophone. Ils sont tous partis s'angliciser. Là, on a une nouvelle vague qui arrive peut-être d'Europe, mais surtout qui arrive de l'Afrique francophone. Qu'il s'agisse du Maghreb, qu'il s'agisse de l'Afrique occidentale ou l'Afrique centrale. Donc des francophones qui ont fait des études en français, qui vont envoyer leurs enfants dans nos écoles françaises. Mais je pense que c'est le moment de se réveiller un peu et de dire, oui, pour des questions de solidarité, nous n'avons plus le choix
que de pouvoir intégrer ces gens-là dans notre environnement, de les accueillir d'abord, ensuite de leur donner les moyens de pouvoir qu'ils fassent leurs preuves pour pouvoir faire partie de la société que nous vivons ici. Un immigrant, généralement, c'est quelqu'un qui a quitté son pays, mais souvent le pays ne l'a pas quitté. Et c'est dépendant de son attitude, dépendant de la société d'accueil, dépendant de l'opportunité, de la chance qu'on lui donne de mettre le pied à l'étrier. C'est de toute cette série de facteurs-là qui va pouvoir s'intégrer dans ce milieu-là et de pouvoir s'épanouir pour entretenir sa famille. Toi, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais pas encore né parce que toi, tu es né ici au Canada. Le premier défi, je dirais d'abord, c'est le fait que l'immigrant quitte son pays, l'Afrique, se retrouve dans un continent inconnu, dans un pays qu'il ne connaît pas, avec une culture nouvelle, un environnement nouveau, un nouveau climat parfois très difficile pour l'adaptation, et l'isolement social du fait que la personne est en dehors de sa famille dans laquelle elle a toujours vécu. Le second défi, c'est le fait que cet immigrant africain, lorsqu'il arrive à Edmonton, a besoin de vivre et de survivre, et donc il lui faut un emploi. Le troisième défi, je dirais, c'est la langue de communication. Il arrive dans un milieu anglophone où il y a une communauté francophone en situation minoritaire, et cette personne doit pouvoir fonctionner dans la langue de la majorité. Ces défis sont similaires dans toutes les grandes villes de l'Ouest canadien. En zone rurale, la situation des immigrants qui s'y établissent mérite d'être soulignée. Originaire du Gabon, Didier Kaba et sa famille vivent à Gravelbourg en Saskatchewan. Son épouse et lui-même sont très impliqués au sein de la francophonie locale et régionale. Toute la grosse différence réside dans la force des vents. Parce qu'au Québec, il fait froid, mais le vent n'agit pas de façon différente. Et ici, on est dans les plaines, on est dans les prairies, alors il n'y a pas d'obstacle au vent, il n'y a pas de frein au vent. Le vent souffle, quand il souffle vraiment. Alors il faut non seulement se protéger parce qu'il fait froid, mais parce que le vent souffle également. Il y a aussi toutes les conditions routières. Par exemple, ici, on voyage beaucoup en auto parce qu'on est séparé, par exemple, de Gravelbourg à Moose Jaw, c'est 1 heure de route. Ça nous prend aussi de conduire pendant des longues distances pour pouvoir visiter des amis, pour pouvoir rencontrer du monde ou pouvoir participer à des activités professionnelles. Nakupenda malaika. Bon, alors, malaika, il faut que ça soit vraiment soigné. Malaika. Malaika. Bon, les prolongements, là, il faut arrondir là. Malaika. Sinon, ça va être trop léger. David and I are planning to have a housewarming party. Right, so you have to pay attention to the H sound. Like housewarming party now. Housewarming party, I think it's the French influence, right? Housewarming, yeah, the H has to be out. House. House. No, we said house. 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 You go, yeah. Okay. Bon, ce qui me motive à faire ça, premièrement, je suis dans une province qui est anglophone, donc je dois apprendre l'anglais pour parler, pour communiquer avec les gens, parce que c'est pas facile, tu circules dans la rue, on te pose la question, tu n'entends rien, tu ne sais pas répondre, ou bien tu ne peux pas trouver du travail. Donc il faut apprendre l'anglais. C'est pourquoi je me suis dit, je dois étudier et apprendre pour aller de l'avant, oui. C'est Macaroni là qu'il a laissé à midi. Les femmes immigrantes francophones noires font face à d'autres défis qui leur sont propres. Les femmes, c'est une catégorie de clients qui me tient vraiment à cœur. Et c'est aussi parce que c'est une catégorie de clients qui ont des barrières plus multiples, je dirais, que les autres catégories. Et pour les femmes, les barrières, ça vient de la structure sociale, que les femmes sont supposées être les piliers de la famille. Il y a beaucoup de responsabilités du côté de la famille.
Ça veut dire que s'ils sont très surchargés dans les responsabilités de famille, c'est difficile pour elles d'avoir du temps pour faire une formation ou pour aller chercher du travail. L'installation, l'intégration, les enfants, ça repose beaucoup sur leurs épaules. Alors, ils n'ont pas le temps ou les opportunités comme les hommes, parce que les hommes, aussitôt qu'ils arrivent, ils peuvent commencer à chercher du travail, à faire une formation. Mais les femmes, beaucoup de femmes restent à la maison pendant son temps. Donc, je m'occupe essentiellement d'accueillir du service à la clientèle, de répondre au téléphone, de tout ce qui a trait au secrétariat. En tant qu'Africaine, de recevoir une clientèle, je vais le dire, une clientèle beaucoup plus blanche, beaucoup plus... donc, il faut savoir s'ajuster, il faut savoir trouver les bons mots, les bonnes attitudes, le bon comportement. Et aussi, ça m'a permis de m'extérioriser et de prendre plus confiance en moi. Je suis venue vraiment ici, je veux dire, avec $600. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai vécu dans une famille anglophone en tant que nanny, vous appelez ça ici babysitter. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de comprendre dans un premier temps, dans les 4 premiers mois, le système canadien. J'ai fait face aux problèmes de langue, j'ai fait face aux problèmes d'intégration, dans le sens que l'Afrique c'est autre chose. Vous avez vécu en Europe, c'est une autre chose. Vous arrivez au Canada, c'est encore autre chose. Il y a des barrières qu'il ne faut pas toujours mettre sur le compte disons, de la société d'accueil. Nous avons nos propres barrières au départ. Parce que des fois, nous avons aussi peut-être des attentes trop élevées. La plupart des gens, avant de venir ici, n'ont eu aucun contact avec le Canada, par exemple. Et les seules choses qu'ils ont, c'est souvent des clichés aussi. Quand vous partez de l'Europe, j'ai beaucoup surfé sur les sites canadiens. C'était comme un rêve, c'est-à-dire, waouh, mon Dieu, c'est beau, c'est super. Vous lisez les témoignages des gens qui ont immigré au Canada. Vous dites, waouh. Vous vous dites, en fait, c'est comme un Eldorado. C'est-à-dire, ouais, ok, j'ai plus ma place en France, j'ai plus ma place en Afrique. Je vais aller tenter l'expérience ailleurs. Peut-être que là-bas, ça va me réussir. Donc, on arrive ici avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de choses. Et puis, quand vous arrivez là, ok, comme genre, réfléchis bien. Alors, penser que venir ici, tout de suite, tu vas trouver du boulot, ça va être le plein emploi, etc. Je pense que souvent, ça peut être une illusion. Et des fois, ça prend plusieurs années à bâtir. Il y en a qui réussissent plus rapidement que d'autres, dépendant évidemment de leur attitude, dépendant aussi du milieu qu'ils trouvent, dépendant des individus qu'ils rencontrent. Et la première forme d'intégration, évidemment, c'est l'emploi. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Didier, soyez-vous. L'emploi demeure donc l'une des principales préoccupations de l'immigrant francophone de l'Afrique noire lorsqu'il arrive au Canada. L'emploi est la clé de l'intégration. Un des problèmes au niveau de l'emploi, c'est que souvent, on ne reconnaît pas les compétences des gens lorsqu'ils viennent de différents pays. Ça, c'est un gros problème qui n'existe pas seulement à la communauté francophone, mais c'est un problème national. C'est un problème qu'on doit adresser et qu'on commence à adresser davantage. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est d'assurer d'utiliser des expertises qui viennent d'ailleurs et de les intégrer dans des emplois ou dans les écoles ou à différents niveaux. Ce n'est pas toujours facile à faire. On a plusieurs ressources. Naturellement, il faut évaluer exactement quels sont vos besoins pour pouvoir vous aider. Je suis un professionnel qui voudrait travailler dans les domaines dans lesquels j'ai évolué en dehors du Canada. Mais je ne trouve pas d'ouverture. Je suis contraint, ça c'est mon entendement, je suis contraint de refaire ma formation pour avoir une ouverture d'embauche. C'est-à-dire qu'en termes clairs, il me faut 10 mois de cours d'anglais et 12 mois pour obtenir ne serait-ce qu'un certificat qui pourrait déboucher sur une embauche. Quelques connaissances, oui.
C'est ça. Il faut que l'individu arrive, comme on dit, à mettre le pain sur la table. Et pour cela, il faut qu'il retrouve sa dignité. Des gens qui ont eu des fonctions extrêmement élevées dans leur pays d'origine, qui arrivent ici et qui ne trouvent pas d'emploi parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Eh bien ça, c'est quand même un impact psychologique considérable pour quelqu'un qui a toujours été valorisé. Et là, il a quitté son pays qui ne l'utilise plus et son pays d'accueil ne l'utilise pas. Et pour ça, c'est une non-valeur économique et ça peut avoir un impact considérable sur le bien-être de ces gens-là et de leur famille. La première piste d'intégration à mettre en lumière est sans doute l'initiative très originale de Brooks, petite localité située en Alberta, où de nombreux francophones ont trouvé du travail. Ceux-ci sont pris en main en mettant sur pied une association des francophones de Brooks ainsi qu'une école francophone. Jean-Marc Gilbert est directeur de l'école francophone de Brooks. Il est originaire du Québec. Arrivé récemment en Alberta, il a accepté de relever le défi de créer une école francophone à Brooks et ce, suite à la demande de nombreux parents francophones. Jean-Marc Gilbert fait figure de pionnier dans cette œuvre. Il a, par exemple, dû commencer son école dans des locaux très exigus d'un sous-sol d'une ancienne église. Dans une communauté comme Brooks, je pense qu'il faut savoir que l'école, c'est un espèce de moteur qui permet à une communauté de s'agrandir. Dès la première année, il s'est créé ici une communauté, une association francophone. C'est sûr que les immigrants ont joué un rôle très important dans l'organisation de cette association-là. Vous pouvez voir qu'il y a un lien alors entre l'association francophone, la communauté et l'école. Si vous regardez les locaux ici, ce ne sont pas nécessairement des locaux qui sont convenables pour une école. Mais il s'est fait une espèce de dynamique avec les parents. Et puis, les parents étaient vraiment décidés à sacrifier. Depuis novembre 2006, l'école francophone de Brooks est sortie de son sous-sol d'église pour aménager dans des classes mobiles au sein d'une école publique de la ville. La question du choix scolaire demeure l'une des questions les plus importantes pour la famille immigrante. Doivent-ils envoyer leurs enfants dans une école francophone ou anglophone? Félix Dallé, professeur à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, fait le point sur l'intégration scolaire des jeunes de familles immigrantes francophones dans les écoles francophones. Le choix leur semble tout à fait naturel au départ parce qu'ils sont eux-mêmes francophones. Ils viennent d'un pays de la francophonie internationale. Ils ont un attachement à la langue française et ils veulent que leurs enfants aient accès au français. Maintenant, ça c'est pour le premier choix. Par la suite, si l'enfant a une expérience négative de l'école francophone, donc si l'accueil n'est pas là, le parent peut choisir de changer l'enfant d'école, d'aller en immersion ou en anglais. Puis souvent, c'est surtout lorsque les élèves sont au secondaire qu'on voit ce phénomène. L'école reste un milieu où les jeunes issus de l'immigration apprennent à s'intégrer harmonieusement à la société canadienne. L'intégration des jeunes des familles immigrantes à l'école élémentaire francophone se passe de façon satisfaisante. Adèle Amiotte, directrice d'une école primaire francophone à Edmonton en Alberta, nous dit ce qu'il en est. Si comme adulte, on pouvait tous agir comme des enfants, je pense que le monde serait une très belle place parce qu'ils s'adaptent très rapidement et très facilement. Pour eux, le plus important, c'est de se faire des amis et de trouver quelqu'un avec les mêmes intérêts, avec qui jouer au football ou au soccer dehors à la récré, et puis qui ont les mêmes intérêts, par exemple les voitures ou la mode, si c'est des filles en 5e, 6e année. Là, pour eux, là, c'est vraiment au niveau social de trouver quelqu'un qui partage les mêmes intérêts. Et très souvent, ce qu'on voit chez les enfants, c'est que l'origine ethnique est secondaire. On cherche tout simplement des amis à l'école. Et ça se fait très facilement. Selon la professeure Dallé, les jeunes d'origine immigrante francophone et africaine qui arrivent en Alberta à l'adolescence font face à une intégration sociale et scolaire beaucoup plus difficile que celle des plus jeunes, due entre autres à la méconnaissance de la culture dominante à l'école francophone, notamment en situation sociale. De plus, ces jeunes connaissent mal le système scolaire canadien
lui aussi empreint de pratiques culturelles propres à l'Amérique du Nord. Moi, je connais la Terre-Neuve. J'ai des amis de là. Tu habites à Fort McMurray, tu connais des Terre-Neuviens. Mais tu arrives à Edmonton, ben, tu connais pas beaucoup de Congolais. Et tout à coup, il arrive une gang dans ta salle de classe, il y a toute une famille dans l'école, tu les vois dans les terrains de récréation, tu parles avec les parents. C'est tout un autre vécu que nous, comme enseignants, la plupart, on ne connaît pas. Alors voilà le défi. Alors de connecter avec les élèves d'une manière, de les intégrer dans la salle de classe. Je trouve les élèves mieux préparés à ce défi que moi. Parce que c'est des enfants, ils pensent pas, ils jouent un avec l'autre. Nos enfants ici sont tellement familiers avec les enfants qui arrivent de partout. Ils n'y pensent même pas. Depuis la maternelle, les Blancs, les Noirs, les Arabes, toutes personnes, ils travaillent ensemble, ils jouent ensemble. En vue d'aider les enseignants à faire face à cette nouvelle réalité dans leur salle de classe, Phyllis Dallet propose quelques pistes aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau parascolaire. Du point de vue pédagogique, il y a la question de continuer à faire de l'apprentissage coopératif, où on forme des groupes qui sont hétérogènes, donc amener les jeunes à parler ensemble. Je pense également qu'il y a besoin d'une plus grande conscience du système scolaire, d'où viennent les enfants nouvellement arrivés. Par exemple, certains des jeunes dans les écoles sont habitués à un système qui est beaucoup plus rigide, si on veut, que le nôtre ici. Donc, ce qui est bien et ce qui est mal est clair. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus souvent négocié. Alors, ça peut mener à des difficultés d'intégration pour le jeune parce qu'il ne reconnaît pas, il ne sait plus quelles sont les limites et quelles sont les possibilités parce que les conséquences sont différentes d'une culture à l'autre. Donc, je pense qu'il y a un grand besoin de compréhension. La professeure Phyllis Dallet propose d'autres pistes de solutions, notamment la prise en compte de l'expression culturelle de tous les groupes au sein d'un espace scolaire axé sur la construction d'une francophonie canadienne commune, le financement complet des activités parascolaires par l'école, le développement de stratégies visant l'implication des parents d'origine immigrante au sein du système scolaire et enfin la formation initiale et continue du personnel enseignant en vue d'une pédagogie de la reconnaissance fondée sur la prise en compte des similarités et des différences. Il faut garder les montées et les terminaisons. OK? Il faut pas, si vous pouvez bouger un peu, juste, soyez vraiment, hein, c'est la joie, OK? Il ne faut pas être là, non, il faut bouger un peu. Plusieurs émigrants décident de parfaire leur formation au niveau post-secondaire ou même collégial en français. Ceci leur donne l'opportunité d'améliorer leurs chances de trouver un meilleur emploi. Les institutions post-secondaires francophones s'adaptent pour aider les immigrants francophones à réussir leur intégration. Une autre piste d'intégration serait de favoriser l'employabilité des travailleurs formés à l'étranger. La reconnaissance des titres de compétences étrangers et de l'expérience des nouveaux arrivants est un atout important en vue de l'intégration harmonieuse. Roger Kabeya, chirurgien dentiste formé en République démocratique du Congo, enseigne au collège CDI à Edmonton. So the actual skeleton will be the head, so the bones of the head. On est en train d'essayer de tout faire pour pouvoir entrer dans la profession. Mais il faut aussi compter avec l'âge. On commence à devenir un peu plus vieux. Il faut être réaliste dans la vie. Ce que je fais maintenant, bien que ce ne soit pas exactement ce que j'aurais pu faire, je pense que pour le moment, c'est mieux. Mais si la chance ou la porte s'ouvre pour moi d'aller dans ma profession, je crois que je ne veux pas hésiter une seconde. Je vais aller faire ce que j'ai toujours aimé faire. Donc ça, c'est l'avenir. Mais pour le moment, je me plais dans ce que je fais. Salut Annabelle. Ça va bien? Ouais. Je me demandais si tu avais pris le temps de regarder mon projet. Les défis de l'intégration économique vont souvent de pair avec ceux de l'intégration sociale. Il est difficile de se trouver un emploi sans réseau de contacts ou sans connaître les valeurs et les coutumes de la société d'accueil.
Un outil indispensable pour les francophones vivant en milieu minoritaire demeure l'implication communautaire par le bénévolat. En faisant du bénévolat, moi j'ai beaucoup appris comment fonctionnent les gens, comment ils réfléchissent, quels sont leurs réflexes, comment arriver à des consensus. Et ça peut vous aider aussi bien dans le contexte précis du bénévolat, mais aussi dans un contexte plus grand qui est sur votre lieu de travail, la façon dont vous interagissez avec des gens d'ici. Une autre piste pour une intégration harmonieuse serait la création d'amitiés sincères entre les immigrants et les autres francophones. Il va falloir qu'on ait des conversations, il va falloir qu'on ait des dialogues avec les nouveaux arrivants, entre des institutions, entre les individus qui composent la communauté d'accueil. Puis à un moment donné, qu'on dise, on va créer des espaces, se donner des espaces de temps, des espaces, ça peut être au niveau physique, où on peut rencontrer le nouvel arrivant, apprendre à le connaître, puis même prendre une chance à un moment donné pour qu'on arrive à l'apprivoiser, puis peut-être qu'on s'apprivoise mutuellement. Je me sens vraiment à l'aise en intermédiaire. Avec Evelyne, elle n'est pas compliquée à connaître. Elle est simple, elle est généreuse, elle a un grand cœur, elle a toujours les bras ouverts. Je trouve qu'elle me donne beaucoup d'importance. Elle est devenue importante aussi dans ma vie. Et puis l'attachement qu'on a l'une vers l'autre. Je pense que c'est vraiment, parce que je connaissais absolument rien sur le monde, les Congolais ou l'Afrique, les Africains. Alors elle a vraiment ouvert la porte à partager avec moi leurs habitudes, la nourriture, oui, la manière de penser. Je me sens très à l'aise. Comme j'ai dit, Colette, je pense que toi aussi tu as remarqué, tous les problèmes que j'ai, Colette ne manque jamais. Et je pense que c'est une amitié sincère entre Colette et moi. Doyen du campus Saint-Jean de la University of Alberta, coprésident du comité directeur citoyenneté et immigration Canada Communauté francophone en situation minoritaire, Marc Arnal est le co-signataire du plan stratégique pour favoriser l'immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Nos communautés francophones, traditionnellement, ont eu tendance à s'isoler. Et puis, il y a des raisons historiques pour ça. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est que tout l'appareil légal, constitutionnel du Canada a évolué. Et nos communautés doivent évoluer avec le cadre législatif et constitutionnel. Alors, où on avait auparavant des communautés qui devaient se fermer pour un peu survivre, on a maintenant des communautés qui peuvent et doivent, je crois, prendre un rôle de leadership, justement pour assurer que la diversité soit bien respectée dans notre pays d'un océan à l'autre. On vit dans un pays qui va dépendre de l'immigration. L'immigration, elle peut soit renforcer l'aspect démographique du pays ou faire le contraire. Sur le plan langagier, à date, l'immigration a été un facteur de décroissance de nos communautés. Et il faut qu'on assure que ce ne soit pas le cas. L'immigration va se passer, peu importe. Alors, il faut que nous, on sache profiter pour que nos communautés aussi maintiennent leur poids démographique et continuent à se développer. Sans ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est dans quoi? Dans 50 ans, on va avoir tous les francophones à l'est de la rivière Outaouais, dans le Québec, et puis tous les anglophones ailleurs. Je veux dire, c'est juste, c'est pas une conception du Canada qui, pour moi, est acceptable. Alors, est-ce qu'on a le choix? Je pense que non. Je pense que non. Puis je pense que c'est pour le bien de nos communautés, puis ultimement, c'est pour le bien du pays.
Nashindwa